Bien, on va commencer parce qu'on a plusieurs commissions chargées d'ici minuit, si vous avez regardé l'agenda. Donc, on ne va pas prendre de retard. Monsieur le ministre délégué au logement, Madame la secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté, mes chers collègues, l'ordre du jour de notre réunion appelle l'examen des politiques publiques relatives à la mission cohésion des territoires. Nous allons procéder uniquement à une discussion portant sur l'exécution budgétaire 2023, car aucun rapport spécial de donner cette année lieu à une thématique d'évaluation. Je vous rappelle que les séquences des questions-réponses se déroulent, je vous le dis surtout à vous, parce que les collègues maintenant sont habitués, désormais en faisant alterner questions et réponses avec le même timing de temps de questions de réponse que pour la question. Monsieur le ministre Guillaume Kasbarian, vous avez la parole pour 10 minutes sur l'exécution budgétaire de ces missions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés. La mission cohésion des territoires permet la mise en œuvre de politiques qui sont au cœur des préoccupations des Français. Le logement, l'hébergement et l'insertion des personnes vulnérables, l'aménagement des territoires et la rénovation énergétique. Les crédits budgétaires qui sont prévus en loi de finances pour 2023 étaient, comme vous le savez, de 18 milliards d'euros. Et l'objectif de l'exercice, c'est de faire le point sur leur exécution. Je voudrais d'abord parler du périmètre du ministère du Logement, d'abord en partageant avec vous quelques objectifs et constats. La politique du logement poursuit 4 objectifs. Un objectif économique avec une double composante, permettre aux Français de trouver un logement adapté à leur pouvoir d'achat à chaque étape de la vie et lever les freins à la croissance. Un autre objectif qui est celui d'un objectif environnemental, diminuer l'impact du secteur tant en empreinte carbone qu'en consommation d'énergie. Un objectif social, offrir un toit digne et décent pour tous. Et un objectif territorial, apporter des réponses différenciées selon les besoins. Mais nous sommes dans une période, comme vous le savez, de crise profonde du logement qui germait déjà depuis plusieurs années. Une crise économique avec la hausse des taux et des coûts de construction qui a été couplée à la rareté du foncier constructible facilement mutable. La nécessité d'accélérer la transition écologique face à la crise climatique. La transition démographique qui nécessite d'adapter notre parc résidentiel. Des situations sociales parfois extrêmes, sans-abrisme, copropriété dégradée. J'imagine que nous aurons l'occasion d'en parler. Le cap que nous avons est d'utiliser tous les leviers pour développer une offre de logement qui réponde aux besoins. D'abord, en accélérant la production neuve, via notamment les simplifications et les accélérations législatives et réglementaires. Ensuite, créer des logements compatibles avec les engagements environnementaux. Je prends l'exemple de la transformation des bureaux en logements ou de la transformation des zones commerciales. Sur les bureaux en logement, il y a d'ailleurs eu une proposition de loi portée à l'Assemblée nationale qui a été validée la semaine dernière au Sénat, qui va permettre d'accélérer ces mètres carrés aujourd'hui vides de bureaux en logement. Et puis la transformation des zones commerciales. Nous avons eu un plan avec Olivia Grégoire sur le sujet, avec initialement 74 zones commerciales, depuis le week-end dernier 90 zones, sur lesquelles on met des mesures d'accélération pour utiliser ces espaces commerciaux pour en faire des espaces mixtes avec notamment du logement. Nous avons aussi mobilisé le parc existant en luttant contre l'attrition des résidences principales et contre la vacance, et qu'il y a 8% de logements vacants dans notre pays. On a aussi un phénomène d'attrition du marché locatif. D'ailleurs, je vois Mme Anaïg Lemer, ici présente, qui a porté, aux côtés d'Iñaki Etchaniz, une proposition de loi sur les déséquilibres du marché locatif, là encore à l'Assemblée nationale, qui a été validée la semaine dernière au Sénat. Et je crois que vous avez une CMP bientôt, que le gouvernement a déclenchée, pour pouvoir essayer de trouver un accord sur ce sujet. On a l'enjeu aussi de l'accélération de la rénovation énergétique. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en parler avec à la fois les questions budgétaires, mais aussi les questions de simplification autour de MaPrimeRénov'. Et puis nous agissons aussi sur la demande, sur le zonage par exemple. Avec Bruno Le Maire, nous avons étendu à 800 communes le zonage pour faire bénéficier du PTZ 9, ainsi que des mesures liées au LLI et au BRS. Nous travaillons aussi sur de nouvelles formes de prêts avec les banques et vous êtes aussi force de proposition sur ces sujets autour de la demande. Quant aux moyens, il y a un effort financier de l'État de 35 milliards d'euros pour amortir le choc et conforter le socle écologique et social de la politique du logement. Le financement du secteur par l'État représente en 2023 environ 35 milliards d'euros, dont 19 milliards de crédits budgétaires, 5 milliards de cotisations et taxes affectées et 10 milliards de dépenses fiscales. Le premier poste du ministère du Logement, ce sont les APL, comme vous le savez, 13,3 milliards d'euros.
Je pourrais rentrer dans le détail, bien évidemment, si vous le souhaitez. Je précise également que nous avons un deuxième poste important, qui est l'hébergement et l'insertion des plus fragiles, et le déploiement du plan Logement d'abord. Sur ce programme, le programme 177, l'État met 3,1 milliards d'euros, dont 2,2 au titre de financement de l'hébergement d'urgence et d'insertion, pour maintenir environ 203 000 places ouvertes en moyenne tout au long de l'année en 2023. Juste à titre de comparaison sur ce budget-là, nous étions en 2017 à 137 000 places pour un coût de 1,5 milliard d'euros. Il y a donc eu un doublement du budget et un peu moins d'un doublement donc du nombre de places sur le sujet. Et nous avons bien sûr lancé ce plan Logement d'abord qui permet de sortir des personnes de l'urgence vers des solutions de logement plus pérennes, que ce soit dans le parc social ou dans des résidences ou dans des solutions qui sont un peu plus innovantes. Ce plan a permis de reloger 550 000 personnes sans domicile depuis 2018, dont plus de 105 000 en 2023. Je voudrais saluer les équipes du ministère ainsi que les équipes de terrain qui, en lien avec les associations, se mobilisent pour sortir du sans-abrisme chaque jour plusieurs personnes, plusieurs centaines de personnes, et leur proposer des solutions plus pérennes. Sur la rénovation, nous avons amplifié nos efforts sur la rénovation et nous faisons le maximum pour mobiliser le parc existant. Le troisième poste budgétaire du ministère, c'est le budget de l'ANA, et en exécution, il a été de 3,3 milliards d'euros, dont 2,7 milliards d'euros d'aide à la rénovation énergétique. L'agence a bénéficié de 384 millions du programme 135 en 2023, contre 164 en 2022. Et en 2023, ce sont 623 790 logements qui ont été rénovés grâce aux aides de l'ANA, dont 569 000 rénovations énergétiques. Au total, les aides de l'ANA ont permis de déclencher plus de 8 milliards, pour être précis, 8,5 milliards d'euros de travaux générés en tout. Et cet effort de rénovation bénéficie aussi de plusieurs dispositifs fiscaux, notamment les taux de réduit de TVA et l'éco-PTZ et le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui mobilise le secteur privé. Voilà, nous avons aussi des mesures pour amortir le choc en soutenant la production, plusieurs dispositifs portés par le programme 135 qui finance notre politique d'aménagement du territoire. C'était 233 millions d'euros en 2023. Ces financements permettent l'intervention de nos EPA et EPF. Les EPA et les EPF sont de très beaux outils de l'État qui permettent à la fois de dégager du foncier pour construire plus de logements et mobiliser l'ensemble des acteurs pour construire plus vite et aménager le territoire. Nous avons aussi un dispositif de soutien à la production qui passe par le financement du logement social. En 2023, le Fonds national des aides à la pierre a financé l'agrément de 91 208 logements sociaux, ce qui reste toutefois en deçà des objectifs puisque nous nous étions fixé l'objectif de 110 000 logements. Enfin, la fiscalité du logement joue un rôle majeur dans le soutien au logement social. C'est 1,6 milliard d'euros qui sont dédiés à ce soutien. Au logement intermédiaire, ce sont 110 millions d'euros qui sont consacrés. Et à l'investissement locatif, 2 milliards d'euros. Le prêt à taux zéro a notamment permis d'accompagner plus de 65 000 ménages dans l'accession à la propriété en 2023. Deux dispositifs ont été recentrés depuis 2017. La dépense générationnelle du Pinel, qui a été diminuée de 1,5 milliard d'euros, et celle du PTZ, 850 millions d'euros. Au-delà du périmètre du ministère du Logement, il y a des missions qui portent plus largement sur les crédits en faveur de l'aménagement et du développement équilibré de nos territoires, en particulier le programme 162, qui compte 116 millions d'euros et qui porte sur les interventions territoriales de l'État, c'est-à-dire les actions régionales ou interrégionales caractérisées par la nécessité d'une réponse rapide de l'État pour répondre à des situations complexes. Je pense à la Corse, aux Outre-mer, ou alors les plans pour la qualité de l'eau en Bretagne. Les crédits de la politique de la ville, programme 147, et de la politique d'aménagement du territoire, programme 112, seront présentés, j'imagine, dans quelques instants, par ma très chère collègue Sabrina Agresti-Roubache. Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, ce que je pouvais vous dire en propos liminaire, en restant bien sûr à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Justement, c'est à la secrétaire d'État, Sabrina Agresti-Roubache, de prendre la parole pour 10 minutes maximum sur l'exécution budgétaire de ces missions. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Je vais donc pour ma part évoquer devant vous les crédits du programme 147, politique de la ville, et du programme 112, impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire, portée par ma très chère collègue Dominique Faure. Pour le programme 147, en 2023, plus de 565 millions d'euros ont été consommés.
Cela représente notamment, et je vais essayer d'aller dans le détail, 415 millions d'euros pour les contrats de ville et le soutien aux associations nationales, 70 millions d'euros pour les cités éducatives, 92 millions d'euros pour le financement des adultes relais, ou encore 14,25 millions d'euros pour le nouveau programme de renouvellement urbain. En 2024, 639,5 millions d'euros ont été votés en loi de finances initiale, soit une hausse de près de 45 millions d'euros par rapport à 2023. Cette hausse finance notamment la généralisation, comme je le disais, des cités éducatives et l'augmentation de la participation de l'État dans la rénovation urbaine. Le rabot budgétaire du début d'année s'est élevé à 49 millions d'euros, ça ne vous a pas échappé. Les 2/3 de ce montant correspondaient donc à la réserve de précaution et donc à des crédits non affectés. Concernant les 16 millions d'euros restants, j'ai souhaité préserver des crédits locaux, notamment pour permettre le financement de la nouvelle génération de contrats de ville. J'ai également redéployé des crédits afin d'accorder 4 millions d'euros supplémentaires pour le nouveau zonage des quartiers prioritaires dont la population a augmenté. Je veux aussi rappeler là devant vous que le programme 147 ne représente pas la totalité des crédits affectés aux quartiers politiques de la ville, car la priorité évidemment doit être la mobilisation du droit commun, et c'est ce que c'est. C'est une politique en plus et non pas une politique qui doit tout faire à la place du droit commun. Cette question de droit commun est prioritaire. Je remercie évidemment le Parlement de s'en être saisi dans le cadre de la mission d'information sur la réalité des financements des territoires fragiles. Pour la politique de la ville, il me semble évidemment important d'évoquer 3 réformes devant vous. L'actualisation, je le disais, de la nouvelle géographie prioritaire est entrée en vigueur en métropole le 1er janvier dernier. Et l'actualisation du zonage ultramarin prendra effet et entrera en vigueur au 1er janvier prochain. J'ai décidé de laisser un an de plus pour nos territoires ultramarins. La réforme de la fiscalité dans les QPV et les zones franches urbaines est lancée afin d'avoir en 2025 des exonérations lisibles qui permettent de soutenir le développement du commerce de proximité et des activités économiques dans nos quartiers prioritaires. Enfin, la professionnalisation des adultes relais, la présence humaine est primordiale et donc, selon moi, il est indispensable que les personnes qui jouent un rôle primordial de médiation dans nos quartiers soient très correctement formées et mieux payées, donc que le salaire et leur salaire soient évidemment plus attractifs. Comme vous le voyez, beaucoup de réformes sont actuellement en cours et elles portent en elles la même philosophie, simplification, confiance et travail partenarial. Concernant le programme 112, les crédits sont passés de 329 millions d'euros à près de 398 millions d'euros pour les AE et de 262,5 millions d'euros à 348,5 millions d'euros pour les CP entre 2023 et 2024. Concernant la gestion 2023, je veux vous donner juste quelques chiffres. 79 millions d'euros pour le financement de 2272 maisons France Service non postales, 25,6 millions d'euros pour le financement de 894 chefs de projet Petites Villes de demain, 11 millions d'euros pour les fabriques de territoire, 69,2 millions d'euros versés à la NCT ou encore 190 millions d'euros en AE au titre des engagements contractuels, notamment les CPER. Pour 2024, le programme 112, aménagement du territoire, a été renforcé, 20 millions d'euros pour le doublement des moyens en ingénierie de programme France Ruralité et 8 millions d'euros permettant le recrutement de 100 chefs de projet Villages d'avenir. Le programme 112 a subi une annulation de crédit à hauteur de 26,1 millions d'euros, ce qui correspond principalement à l'annulation de la réserve de précaution. Les programmes 147 et 112, mesdames et messieurs les députés, ont en commun leur interministérialité et leurs actions partenariales en lien étroit avec les collectivités territoriales. Ils portent une même philosophie, porter l'action de l'État au plus proche de chacun de nos territoires, de chaque territoire, avec une volonté évidemment de simplification, de différenciation. Je crois que je l'avais dit suffisamment, je pense que nos territoires sont tellement différents qu'il était important de rajouter ce mot et de le faire concrètement, et évidemment d'une grande concertation entre tous les acteurs concernés. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, Secrétaire d'État. Monsieur François Jolivet, vous êtes rapporteur spécial logement hébergement d'urgence. Vous avez la parole pour 3 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre,
Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, et monsieur mon co-rapporteur, je prends la parole devant vous pour analyser le budget et les conditions d'exécution de l'exercice 2023 concernant la politique du logement. Je voudrais rappeler, et de l'hébergement. Je voudrais rappeler l'intérêt fondamental qu'est le logement dans notre pays, puisqu'en fait, c'est le démarrage de tout, et sans toit sur la tête et sans adresse, on ne peut rien envisager. C'est la première sécurité de toute personne, puisque derrière une porte fermée, on peut dormir et préparer l'avenir. Le programme 177, Monsieur le Ministre, vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, et vous précisiez que l'ensemble de votre budget était de 18 milliards, de tout près de 18 milliards. Je voudrais vous dire qu'il faudrait sans doute ajouter les 15 milliards de niches fiscales qui existent dans notre pays, plus les aides directes de l'ANA, ce qui veut donc dire que nous avons aujourd'hui affecté d'une manière ou d'une autre au service du logement une quarantaine de milliards dans notre pays. Vous dire que, concernant le programme 177, le rapporteur que je suis avait attiré l'attention lors du vote du budget avec le rapporteur général, lors du vote du budget 2023, sur la nécessité sans doute de faire grandir ou faire grossir le nombre de places d'hébergement d'urgence. Cela avait été vu d'ailleurs avec la DIAL. Et force est de constater que pour faire face aux demandes et au travail et mobiliser les associations afin de lutter contre des personnes qui dormaient dans la rue, enfin pas vous, mais en tout cas votre prédécesseur a dû ouvrir les 203 000 places par rapport aux 190 000 initialement prévus. Vous dire donc que sur l'exercice 2024, qu'est-ce que vous voyez à jour au moment où on se parle, et je souhaiterais vous entendre pour savoir si il y a des dérapages ou s'il faudra faire face aux urgences comme vous avez pu le faire en fin d'année 2023. Concernant le programme 135, qui concerne la production de logements locatifs sociaux, en fait, vous êtes le ministre du logement social dans notre pays, et on s'aperçoit que les agréments sont de moins en moins nombreux. Alors, il y a plein de bonnes explications à cela, mais le résultat, en fait, c'est que la production HLM aujourd'hui dans notre pays s'affaisse. Et donc, nous avons connu la crise du Covid, nous avons connu la crise des taux d'intérêt, nous avons connu et nous connaissons toujours la crise de la promotion immobilière, laquelle produisait en 2022 53% des logements sociaux livrés dans notre pays. Ce qui veut donc dire que ce qui est aujourd'hui est en cours de construction et ce qui a été livré l'année dernière sont des logements qui vraisemblablement ont eu des agréments qui datent de 2019, 2018, dans les zones très tendues, puisqu'il faut un délai moyen de 7 ans, sans doute de 2016. Ce qui veut donc dire que cette crise qui s'installe dans le domaine de la production de logements de notre pays va concerner également les agréments passés. Et ma question est de savoir si vous avez une visibilité sur ce sujet et quelles sont les réformes structurelles que vous pouvez envisager, en tous les cas, et de manière conjointe avec le ministère des Finances, puisqu'en fait, c'est lui qui a aussi la clé de dispositifs pour pouvoir relancer la production. Je sais votre attachement, Monsieur le Ministre, à la volonté de sortir de ces difficultés qui se compteront sans doute à la fin de notre mandat. Vous avez pris l'initiative afin de déterminer des territoires propriétaires. Vous faites en sorte que la production se fasse dans des endroits, en respectant d'ailleurs le ZAN, que personne n'aurait imaginé. Tout cela va dans le bon sens, mais je pense aux agréments 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, qui, eux, devront connaître un début de commencement d'exécution. Sinon, la production de logement social ne sera pas au niveau que nous le souhaitons et ne sera pas à la hauteur. Et je voudrais vous entendre aussi, si vous avez des éléments à me livrer, concernant le dispositif Logement d'abord, dont on ne parle pas assez, le service public du logement, c'est-à-dire de la rue au logement, puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'hébergement, je vous ai parlé de logement social, et vous avez un dispositif intermédiaire qui permet, avec un accompagnement social et de l'intermédiation, d'avoir des moyens de pouvoir accompagner des gens qui sont aujourd'hui dans la rue et de leur proposer directement un logement. Et je voudrais savoir, parce que c'est une réussite, à mon avis, qui est unique en Europe, et donc je pense qu'il faudrait la valoriser, parce que les acteurs qui ont en charge cette mission trouvent que ça va dans le bon sens. J'ai oublié 2 minutes de regarder mon chrono, mais je ne devrais jamais le faire avec François Jolivet. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, vous avez le même temps pour répondre à François Jolivet.
Merci, Monsieur le Président. Le même temps, c'est 5 minutes, Monsieur le Président? Non, on va dire 4 C'est minutes. 4 minutes, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour répondre aux questions du rapporteur, je vois 3 questions dans les interpellations de Monsieur Jolivet. Le premier, sur la question de la gestion des sans-domicile fixe dans notre pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le budget a en réalité doublé depuis 2017 et le nombre de places a dépassé les 200 000. Il était un peu plus de 130 000 quand on était en 2017. Donc il y a eu un effort significatif consenti par le législateur, PLF après PLF, sur l'hébergement d'urgence des personnes dans notre pays. Et je voudrais profiter de l'instant pour saluer les équipes de la DIAL qui ont fortement professionnalisé, mieux piloté, effectué des reportings. Chacune de ces places et de cette politique a fait l'objet d'un suivi extrêmement rigoureux pour essayer d'optimiser du mieux que nous pouvons l'attribution de ces places tous les jours, tous les soirs, auprès de ceux qui sont dans le besoin et qui en ont le plus besoin. Nous sommes face à une situation dans laquelle nous avons de plus en plus de flux entrants, en réalité, et des options en sortie qui sont un peu plus limitées. Pour plusieurs raisons, la crise du logement a des répercussions sur la sortie des personnes de l'urgence, parce que la crise du logement a aussi un impact sur ceux qui cherchent des solutions un peu plus pérennes, et parce que une partie des personnes qui sont dans ce parc, qui sont, je le rappelle, accueillies de façon inconditionnelle aujourd'hui, y restent pendant une durée significativement longue. Dans certaines zones du territoire, nous avons des durées de séjour dans l'urgence qui dépassent les 2 ans en moyenne. 2 ans en moyenne. Et donc, tout l'objectif est de se dire à ces personnes qui restent parfois 2 ans en moyenne, soit dans un centre d'hébergement, soit dans des places d'hôtel qui ont été réservées, puisque quand on parle de places d'urgence, c'est de ça dont il s'agit. C'est de leur proposer des pistes de sortie. Vous avez évoqué le plan Logement d'abord. Le plan Logement d'abord a permis de trouver des solutions pérennes. Pour certains, dans le parc social, quand ils sont réguliers, parce que je le rappelle, quand vous n'êtes pas régulier, vous ne pouvez pas accéder au parc social. Sinon, dans des résidences, dans l'intermédiation locative, et nous pensons qu'il y a un gisement potentiel de places de sortie plus pérenne dans le logement à travers l'intermédiation locative. Et nous sommes en train de travailler à un plan qui permettrait de booster à nouveau au sein du plan Logement d'abord, qui, comme vous l'avez dit, a été un vrai succès, qui a permis à plus de 500 000 personnes de sortir de leur situation. Nous avons probablement un gisement dans l'intermédiation locative. Sur la question du logement social, vous avez raison, on a une baisse de production. 92 000 agréments en 2023, c'était 106 000 en 2022. Je voudrais toutefois rappeler, si vous me le permettez, Monsieur le Président, parce qu'il me reste encore 1 minute 10, que outre la loi Elan en 2018, qui a permis la hausse des ventes, le regroupement des bailleurs pour plus d'efficacité, nous avons eu un accord pour compenser la RLS sur 2019-2022, avec un plan d'investissement volontaire avec Action Logement en 2019, avec des titres participatifs, c'est en gros une enveloppe de 1 milliard d'euros pour les offices publics, avec le plafonnement du livret A à 0,5%. En 2024, il y a eu 2 milliards de soutien supplémentaires au logement social, c'est le livret A à 3%, c'est le fonds de rénovation de 1,2 milliard sur 3 ans, c'est 650 millions d'euros d'équivalent subvention via des prêts bonifiés de la CDC sur 2 ans. On a eu l'exonération de la TFPB pour les LLS agréés entre 2021 et 2026, c'est-à-dire 1 milliard de coûts générationnels pour 2024, qui s'ajoute également à des financements classiques, 2,1 milliards de dépenses fiscales de l'État, maintien du PTZ en accession sociale partout sur le territoire, signature d'une convention quinquennale avec Action Logement. Donc nous avons, ces dernières années, mis des moyens considérables sur le logement social. Et le projet de loi que j'ai présenté sur le développement de l'offre de logement abordable contient une partie dédiée aux bailleurs sociaux qui leur donnera plus d'outils pour déroger aux conventions APL locales, pour aller chercher des plafonds réglementaires nationaux, leur donne des outils pour faire de la copromotion immobilière, leur donne des leviers qui permettra de doubler leur capacité à faire du LLI. Bref, nous avons encore en stock, à travers le PJL que nous étudierons en septembre, d'autres outils qui viseront à donner plus de moyens au logement social pour leur permettre de développer la production. Voilà en 4 minutes, Monsieur le Président, ce que je pouvais vous dire sur ces 3 questions. Nicolas Sansu, à vous la parole pour la politique des territoires. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Donc, je prends un peu la suite de ce qu'a dit François Jolivet pour vous présenter l'évaluation des moyens mobilisés par les services de l'État sur l'aménagement du territoire dans le cadre de l'évaluation de la gestion pour 2023, puisque ce rapport est scindé en deux et que je m'intéresse plus particulièrement aux politiques publiques visant à soutenir la dynamique territoriale, même si le logement est bien sûr
une des principales dynamiques territoriales. En 2023, l'exécution budgétaire des missions et des programmes 112, 147, 162 a atteint 1,08 milliard d'euros en autorisation d'engagement et 1,05 milliard d'euros en crédit de paiement. Cette mobilisation budgétaire reste inférieure à celle de 2022, tandis que l'analyse de l'exécution 2023 révèle des difficultés importantes pour certains programmes concernés. Premièrement, le programme 112, dédié à l'impulsion et à la coordination de la politique d'aménagement du territoire, a vu ses crédits augmenter significativement en cours de gestion, avec un écart d'exécution de 26% en AE et 48% en CP par rapport à la loi de finances initiale. La crédibilité et la sincérité de la budgétisation initiale semblent contestables. Il est temps que les engagements financiers pris par l'État dans le cadre de ces dispositifs contractuels fassent l'objet d'une budgétisation sincère, intégrale et systématique dès la loi de finances initiale. Madame la ministre, au vu des écarts importants entre les prévisions de la loi de finances initiale et l'exécution budgétaire des programmes 112, quelles mesures concrètes avez-vous mises en place en 2024 pour assurer le respect et la crédibilité de la parole de l'État dans le financement des projets territoriaux, CPER et CRTE notamment? Deuxième petite question, il existe toujours une difficulté pour l'ANCT à assumer toutes les missions qui lui sont confiées. Et nous savons que cette agence n'est pas dotée à la hauteur des besoins entre Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Village d'avenir, France Très Haut Débit, etc., etc. Quelles sont les mesures que le gouvernement entend prendre pour sortir l'ANCT de cette impasse budgétaire à venir? Deuxièmement, le programme 147 a été particulièrement sollicité en 2023 pour répondre aux violences urbaines de l'été 2023. Le dispositif des adultes relais, bien que mobilisé et renforcé, souffre pourtant toujours d'une sous-budgétisation chronique. En effet, la Cour des comptes estime que l'objectif affiché de 6 514 postes pour 2024 semble irréaliste dans le sens d'une augmentation substantielle des crédits dédiés. Madame la ministre, quelles initiatives spécifiques avez-vous prises pour garantir un financement suffisant des adultes relais en 2024 ? Comment envisagez-vous de professionnaliser ce dispositif ? En conclusion, l'aménagement du territoire n'est pas seulement une question de financement, mais une véritable priorité politique. Il s'agit de garantir à chaque citoyen, où qu'il réside, un accès équitable aux services publics, aux infrastructures et aux opportunités économiques. C'est un enjeu de justice sociale et de développement durable qui requiert notre engagement, tout particulièrement dans les territoires ruraux et les quartiers prioritaires de la ville. Dans ce cadre, alors que les périmètres des zones de revitalisation, on appelle ça FRR maintenant, ou de zones franches sont connus, ne pensez-vous pas que la multiplication de ces dispositifs d'exception et d'exonération ne crée des problèmes de concurrence territoriale et qu'il serait plus utile d'assurer via le droit commun et des politiques publiques spécifiques avec des subventions une égalité réelle des territoires? Je vous remercie. Merci. Madame la ministre. Ou monsieur le ministre. Non, je prends. Il me semble bien que c'était... Merci, monsieur le député, pour votre question. Donc, je vais commencer par vous répondre probablement alors, sur le programme 112, sur la différence entre la loi de finances initiale et les crédits exécutés. Donc, cela s'explique en réalité par plusieurs transferts d'autres programmes budgétaires par le rattachement de fonds de concours, notamment pour les programmes France Service et Petite Ville de demain. Donc, les transferts de programmes expliquent ce décalage. En partie. Je vais reprendre dans l'ordre. Concernant les adultes relais, donc leur nombre cible est passé de 5 000 à 6 514 en 2020, suite à la mise en place de quartiers d'été. Juste peut-être revenir à la genèse. Cependant, en 2019, et ça ne vous a pas échappé, j'en suis sûre, il n'y avait que 3 700 adultes relais sur les 5 000 possibles, et c'est la même chose aujourd'hui. On compte encore environ 4 500 adultes relais. C'est pour ça que je décide en fait de réformer complètement le modèle et le statut même de l'adulte relais, parce qu'en réalité, on a une vraie difficulté de recrutement et de formation. Je me suis retrouvée avec des communes qui ne veulent pas, qui ont les moyens. Je vous rappelle le concours de cet emploi aidé, c'est 22 555 € par an. Et quand vous avez des élus locaux qui vous disent non, je n'en veux pas parce que la personne n'est pas formée, donc je ne peux pas la recruter. Et donc 4 500 adultes relais sur les 6 514 possible. Donc, on atteint donc là ce plafond, monsieur le député, et vous savez la difficulté en réalité de former. Donc moi, je suis très favorable à garder, et on a sanctuarisé les 98 millions d'euros, je ne les ai pas touchés, des adultes relais. On en a 4 500. Ce que je veux, c'est qu'ils soient mieux formés et qu'ils soient mieux payés. Je l'ai dit, parce que si on veut de l'attractivité sur les métiers de médiation, on n'a pas le choix. Et je suis même prête à aller beaucoup plus loin sur leur niveau de formation initiale, d'aller même jusqu'à, imaginons, un bac+2, parce que la médiation sociale, c'est un métier.
Je ne crois pas du tout que ce soit juste un emploi aidé donné comme ça. Moi, je crois que c'est un métier, c'est une formation et c'est une vocation. Je vous réponds rapidement sur aussi les zones franches urbaines. J'ai décidé de leur réforme. Donc de complètement réformer le dispositif. Je vous rappelle juste un chiffre, 1362 quartiers prioritaires pour 187 zones franches urbaines. Bon, moi qui suis née là, qui connais ce dispositif par cœur, j'ai demandé, et nous sommes en discussion technique avec Bercy, pour avoir vraiment une superposition des quartiers prioritaires avec le dispositif zone franche urbaine. Pour que, évidemment, je le disais dans mon propos liminaire, les bas d'immeubles, par exemple, puisqu'on a envie d'inciter les commerçants, les artisans et donc l'économie à revenir dans nos quartiers, que ceux pour qui ce dispositif avait été créé puissent en bénéficier. Donc je crois beaucoup à cette discussion en ce moment avec Bercy, qui sincèrement se passe plutôt très correctement. Il n'y a pas, je ne sens pas d'opposition particulière. On attend un rapport bien sûr des inspections pour évidemment avoir un budget. Donc vraiment, je vous le communiquerai, ça devrait arriver là au mois de juin, puisque j'espère pouvoir faire cette réforme pour la fin de l'année. Après, pour vous répondre rapidement sur aussi l'ANCT. Donc, je rappelle juste que l'ANCT, créée en 2020, voilà, est issue, vous le savez, de la fusion du Commissariat général à l'égalité des territoires, de l'Agence du numérique et de l'APERECA. Son statut, vous le savez, est celui d'un établissement public de l'État. Donc, j'ai encore quelques secondes. Donc, je n'ai pas le temps de vous répondre sur tout, mais juste quelques chiffres, parce que vous me demandiez des chiffres. En 2023, les dépenses de l'ANCT, fonctionnement personnel, investissement et intervention, se sont élevées à 138,8 millions d'euros en AE et 129,4 millions d'euros en CP. Voilà. Et après, je pourrais revenir sur votre réponse plus précise, monsieur le député. Merci à mon tour. On traverse aujourd'hui une grave crise du logement qui touche 15 millions de personnes d'une manière ou d'une autre. Les causes, on les connaît, l'offre est insuffisante, il devient de plus en plus difficile de se loger. Entre 2001 et 2020, les prix de l'immobilier ont augmenté de 125,6% et les loyers de 36,5%. Sur la même période, le revenu n'a augmenté que de 29%. Alors, il est effectivement temps d'augmenter le montant des aides au logement, comme vous le conseille le rapporteur spécial. En parallèle, il y a eu un véritable désengagement des pouvoirs publics. Si la crise a éclaté l'année dernière, elle a débuté dès 2017 avec les mesures de diminution des APL et de baisse du budget consacré au logement. Je rappelle qu'entre 2016 et 2021, les dépenses publiques dédiées sont passées de 42 à 38 milliards d'euros, soit moins 10,8%. Et la politique du logement a fait les frais des annulations de février. Les constructions de logements sociaux ont également connu une chute importante. Les constructions sont passées de 124 000 logements en 2016 à 82 000 en 2023, ce qui fait de cette année une des tristes années records en termes de construction de logements sociaux. En tout cas, elles sont inférieures. Le niveau d'agrément en 2023 est inférieur à celui de l'année 2020. Il faut donc répondre à ce choc de l'offre, enrayer cet effondrement de la production de logements par un financement adéquat. Mais au lieu d'agir, le Premier ministre a annoncé vouloir intégrer le logement intermédiaire dans le calcul des SRU, au lieu d'augmenter le quota pour les communes soumises à une forte tension locative et punir les communes récalcitrantes. La seule conséquence à attendre, c'est encore moins de logements décents et abordables pour tous. Donc ma première question, c'est ne serait-il pas temps d'engager une politique volontariste avec des mesures financières, par exemple, afin d'encourager les communes à construire en augmentant le mécanisme d'aide à la pierre ? Ensuite, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024, des mesures fiscales ont été adoptées en commission avec le concours de députés de votre majorité. Parfois, il s'agissait même de leurs propositions. Réduction de l'avantage fiscal dont bénéficient lors de l'occession les logements loués sur des plateformes ou rehaussement du tarif maximal de la taxe de séjour sur les palaces. D'autres étaient transpartisans mais rejetés de peu, comme celui qui proposait de fusionner la taxe sur les logements vacants et la taxe d'habitation sur les logements sur les logements vacants et la taxe d'habitation sur les logements vacants. Pourquoi excluez-vous le levier fiscal ? Enfin, j'ai une troisième question, excusez-moi, sur le travail qui est fait sur la question des crédits pour les achats immobiliers. On a vu récemment des propositions sur l'étalement du crédit, etc. Moi, je crois qu'un des leviers qui serait à mettre en place serait la fin de la nécessité de l'apport personnel demandé par les banques, qui souvent pénalisent en réalité des gens qui ont des revenus pour payer un crédit, mais qui n'ont pas derrière eux notamment d'héritage ou de dotation possible. Et je trouve que c'est véritablement quelque chose d'excluant.
Merci pour les réponses. Je réponds dans la foulée, monsieur Oui, le oui, Président. bien sûr. Très bien. Juste une petite précision. Le budget du logement, en réalité, monsieur le Président, a augmenté. La baisse des dépenses fiscales est un effet d'optique à cause du changement de calcul qui a eu lieu, puisqu'on ne prend plus en compte la part de TVA affectée au CL. Et donc, en réalité, le budget a bien augmenté. Je vous ai décrit tout à l'heure la question des APL. Je vous fais que c'était le premier budget du ministère, premier poste budgétaire qui est à 13,3 milliards d'euros. J'entends que vous souhaitez les augmenter. C'est un débat que nous aurons, j'imagine, lors du prochain PLF. Votre deuxième question sur la question fiscale, faut-il discuter de fiscalité? Moi, j'y suis tout à fait favorable. Parlons de fiscalité, et le PLF sera l'occasion de parler du sujet. Il n'y a aucune fuite du débat sur le sujet. La preuve, d'ailleurs, nous avons 2 PPL qui ont été portés par les députés à l'Assemblée nationale. L'une sur le rééquilibrage du marché locatif qui était portée par Anaïs Glemer et Iñaki Etchaniz, qui contient un volet fiscal. Je trouve que le gouvernement l'a inscrit à l'ordre du jour du Sénat. On l'a fait, monsieur Etchaniz. Et deuxième élément, PPL de transformation des bureaux en logement, là encore initiative parlementaire, et qui contient en plus un volet fiscal. Sur ces deux sujets-là, qui contiennent bien des volets fiscaux, on n'a pas attendu le PLF, on aurait pu, comme c'est traditionnellement le cas, de se dire il y a des dispositions fiscales, on renvoie tout au PLF. La réalité, c'est que comme on n'a pas peur du débat sur le sujet, on a décidé de l'inscrire à l'ordre du jour du Sénat et donc d'avancer à la fois sur la question de l'équilibre du marché locatif et sur la question de la transformation de bureaux en logement. Il y a également des travaux qui ont été réalisés par Anaïs Glemer sur la fiscalité locative qui vont alimenter les discussions préalables au PLF de l'année prochaine pour rendre attractif et essayer d'homogénéiser, essayer de donner de la visibilité aux investisseurs sur le marché locatif. Et donc nous aurons, je suis sûr, de très beaux débats budgétaires à l'occasion du PLF, tout en rappelant, comme l'a dit le rapporteur Jolivet tout à l'heure, qu'en réalité l'effort budgétaire sur le logement s'approche de 40 milliards. Donc il faut quand même le rappeler, on n'est pas à zéro, on est dans une politique budgétaire très volontariste dans notre pays sur la question du logement. Troisième et dernier point sur la question de l'apport personnel. Écoutez, moi je suis ouvert là aussi au débat sur le sujet. Je sais que vous avez travaillé sur d'autres propositions de loi d'ailleurs, sur la question des règles du HCSF, sur la question de la portabilité des prêts. Vous avez énormément de débats sur comment faciliter le crédit auprès des banques. Donc vous émettez l'option de dire qu'il faudrait qu'on interdise l'apport, enfin, en tout cas qu'on rende facultatif l'apport personnel. Je vous laisserai les parlementaires déposer des propositions de loi s'ils souhaitent sur le sujet. Nous, ce qu'on essaye de faire en partenariat avec les banques, c'est d'essayer de trouver de nouvelles modalités de financement. Est-ce que c'est le prêt hybride? Est-ce que c'est le prêt in fine? Est-ce que ce sont de nouvelles formes d'acquisition, comme l'ont proposé par exemple certains promoteurs? Je pense à Altaria qui a lancé une nouvelle offre sur le sujet. Nous avons besoin de trouver des solutions pour que les Français puissent réaliser leur rêve d'être propriétaires de leur appartement ou de leur maison. Et nous explorons toutes les possibilités dans un contexte de taux d'intérêt très élevé pour qu'ils puissent enfin y arriver. Voilà, Monsieur le Président, les quelques éléments de réponse que je peux vous apporter en 3 minutes sur vos 3 questions. Merci. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, merci beaucoup pour vos explications. Merci aux rapporteurs spéciaux pour leurs éléments. Quelques commentaires. Bon, le premier, c'est que le rapporteur spécial nous l'a dit. Bon, la politique du logement, on a l'impression qu'on ne fait rien. Bonhomme à l'an, c'est quand même 40 milliards qui sont consacrés à cette politique, dont 17,5 milliards pour les missions concernées. Aujourd'hui, je voudrais saluer le bon taux d'exécution du budget, en particulier sur les missions 109, 135 et 177. Souligner aussi le montant historique d'hébergement d'urgence à 203 000 places. C'est un effort colossal qui est fait par notre pays. Sur le rapporteur Sansu, je vous trouve... Vous avez le mot insincère un peu facile, si vous me permettez l'expression. Je ne vois pas d'insincérité dans ce qui a été fait. Alors, le 112 n'est pas sincère et le 147 est insincère. Bon, je vous rappelle, si j'étais taquin, je vous dirais que la dernière fois qu'un budget a été jugé insincère par la Cour des comptes, c'était le dernier budget de la NUPES en 2017. Et, pardon, du Parti socialiste. Mais que c'est pas le sujet, aujourd'hui et notre budget est certifié par la Cour des comptes sans aucun problème. Oui, je vous trouve un peu excessif parce que quand je regarde quand même le taux d'exécution, il est pas si mal que ça, et surtout on a une augmentation très significative
des budgets, l'exécution en AE par rapport au budget initial est supérieur de 20%, et par rapport au CP initial de la loi initiale est supérieur à 30%. Donc on est là, je crois, sur un effort important. Quelquefois, et c'est ce qu'on peut voir sur le programme, je ne sais plus lequel, où les CP sont très en retard, l'argent est là, mais on n'a pas la possibilité nécessairement de le dépenser parce que les programmes ne sont pas là. Ça montre la complexité quand même de la crise du logement actuelle. Ça n'est pas qu'un sujet de crédit disponible, c'est aussi un sujet de demande du niveau des taux et des disponibilités des acteurs industriels sur ce marché. Moi, j'ai une question pour terminer, monsieur le ministre. On traverse une crise, c'est indéniable, avec une baisse du nombre de logements qui sont mis sur le marché. Voilà, à quel horizon vous voyez la sortie de la crise? Quand peut-on espérer inverser cette tendance assez lourde? Monsieur le ministre. Oui, je voudrais saluer la qualité d'analyse de monsieur le rapporteur général sur le sujet du logement, qu'il connaît bien. Pour répondre très directement à la question, on est dans une situation très difficile où les taux d'intérêt restent très élevés. Et vous le savez, le secteur du logement est probablement le secteur qui est le plus dépendant des taux d'intérêt. Quand les Français vont voir leur banquier une simulation à 1%, comme c'était le cas il y a 2 ans, quand on fait une simulation à 4%, c'est pas exactement la même. Les échéances sont pas les mêmes. Et donc, le pouvoir d'achat immobilier a considérablement baissé avec les 400 points de base d'augmentation de taux que nous avons observés pendant 2 ans. Les banquiers nous disent qu'aujourd'hui, on arrive à descendre sous le seuil symbolique de 4%, petit tassement, et que le robinet du crédit se réouvre et qu'on a une augmentation des crédits en ce début d'année. Et que donc, on a des motifs d'espoir. Moi, ce que je souhaite, si on veut vraiment avoir une relance de la demande, de l'immobilier, de la construction et de l'offre, c'est qu'il y ait une baisse des taux d'intérêt. Vous savez, c'est une politique dépendante de la Banque centrale. Et donc, les chiffres qu'on observe, en réalité, sur la construction en France, sont très similaires à nos voisins. J'étais en Allemagne il y a 2 semaines. Mon homologue allemande vit exactement la même chose que ce que nous avons en France. Donc, premier sujet, si on veut redonner du peps au marché, la première chose à espérer, c'est une baisse des taux d'intérêt. Mais on ne va pas attendre la baisse des taux d'intérêt et ne rien faire. D'où la politique du choc d'offre que nous menons à la demande du Premier ministre, comme il l'avait annoncé lors de son discours de politique générale, avec des mesures ambitieuses sur l'offre, que ce soit la signature d'un pacte sur le logement intermédiaire avec 75 000 logements qui vont arriver dans les 3 ans qui viennent sur le sujet, des territoires engagés sur le logement sur lequel on a 30 000 logements qui arrivent sur 22 territoires ciblés, la signature d'un pacte sur le logement intermédiaire avec les acteurs, la question des zones commerciales, où il y a un gisement potentiel de 25 000 logements dans les zones commerciales, c'est un programme qu'on a lancé avec Olivier Grégoire. Donc l'État, si vous voulez, encourage le développement du logement social, le développement du logement intermédiaire, le développement du logement libre, à travers des programmes très territorialisés pour répondre aux besoins que nous pouvons avoir dans des territoires qui se réindustrialisent, où on a des centrales nucléaires qui vont arriver, où des EPR qui vont arriver, où nous avons de la tension frontalière avec des travailleurs frontaliers. Et donc, on essaye de relancer l'offre et on fait le maximum pour relancer de l'offre sur le marché pour répondre aux besoins des Français et répondre à la crise. Voilà. Mais je tenais à le dire, dans les perspectives, je ne voudrais pas annoncer de chiffres ou de projections qui dépendent énormément de la politique des taux d'intérêt. Le budgétaire a bien sûr son impact, et puis le réglementaire et le législatif. Le projet de loi qui vous sera présenté vous permettra là encore de développer l'offre de logements abordables dans notre pays à travers plein de mesures de simplification, à travers des mesures pour les bailleurs sociaux, à travers des mesures pour les maires et les élus locaux qui ont vocation à booster, dynamiser l'offre de logements abordables dans le pays. Donc, monsieur le rapporteur général, on se bouge sur le sujet, n'ayez crainte. C'est étonnant que le ministre trouve le rapporteur général pertinent dans son analyse sur le logement. Tout comme vous, monsieur le président, je salue la pertinence des travaux de votre commission sur le sujet. Je sais que vous avez toujours été intéressé par la question. C'était une joke. Bien sûr, très. Mais un peu plus critique, disons. Madame Annaïg Lemer, alors vous êtes rapporteur pour avis sur le logement, l'urbanisme et la commission des affaires économiques, ce qui fait que je vous souhaite la bienvenue. Et je vous propose, comme vous êtes la seule pour Renaissance, d'intervenir au nom de votre groupe. Merci de m'accueillir effectivement dans votre commission, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. Donc, comme vous l'avez rappelé, l'engagement de la majorité face à la crise du logement est réel et déterminé, avec notamment le logement d'abord qui mérite sans doute une mise en lumière plus franche, vous l'avez dit, mais aussi avec une volonté affirmée de rénovation énergétique et un nombre croissant de logements d'urgence. En parallèle,
je tenais à souligner en fait le nombre aussi de travaux parlementaires qui ont été aussi portés au sein de notre Assemblée pour améliorer notamment l'état du parc, pour transformer les logements en bureaux, mais aussi pour réguler le logement de tourisme en faveur du logement de longue durée. Donc des travaux que nous avons menés parfois ensemble et qui permettent en fait chacun petit à petit d'améliorer la situation du logement en France. C'est ce que l'on souhaite tous. J'avais une question, et je profite de ce temps de parole envers Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, donc en vue du PLF, nous avez indiqué des chantiers que vous avez... Est-ce que vous pouvez nous indiquer les chantiers que vous envisagez de mener, de lancer, notamment pour favoriser l'accès à la propriété, mais aussi l'accès à la location? On parle beaucoup de logements abordables, mais j'aimerais savoir concrètement, est-ce qu'il y a des chantiers qui sont en cours et qui sont apportés, notamment dans le cadre du PLF? Voilà, je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer l'engagement d'Anna Eglemer sur ce sujet et les travaux qu'elle a menés lors d'une mission qui a été confiée par le gouvernement à Anna Eglemer et à Marina Ferrari, mais qui est depuis ensuite devenue ministre. Vos travaux, vos auditions, vos propositions permettent d'alimenter les travaux que nous menons actuellement avec Bercy en vue de l'élaboration du projet de loi de finances, avec une volonté et des scénarios sur un rapprochement entre le régime de la location meublée et de la location nue, la question du régime micro versus le régime réel, et toutes les questions qui se posent sur chacun de ces régimes-là en termes de de taux d'abattement, de plafond d'abattement et de mécanismes d'amortissement. Donc vous avez proposé plusieurs scénarios que nous étudions sur le sujet, et nous allons travailler d'ici le PLF pour pouvoir les faire sortir de terre et trouver le meilleur scénario et le meilleur dispositif fiscal pour, encore une fois, dynamiser le marché locatif. Nous en avons bien besoin. Je suis à votre disposition sur toutes les autres mesures pour travailler en amont du PLF les dispositions les plus utiles et bien sûr sur les questions de la demande et de l'accès à la propriété. Il y a par exemple une disposition que nous souhaitions porter initialement dans le projet de loi pour l'offre de logements abordables, qui était la question de l'acquisition du LLI, qui était de se dire aujourd'hui, il faut que vous attendiez, quand vous êtes locataire dans un LLI, il faut que vous attendiez 10 ans pour pouvoir devenir propriétaire. On ne vous donne pas l'autorisation d'acheter votre appartement ou votre maison en LLI avant 10 ans. Nous souhaiterions, par exemple, pour faciliter l'accès à la propriété, avancer cette durée à 5 ans. Et ça a un impact fiscal. On aura l'occasion d'en discuter lors du PLF, mais nous souhaitons accélérer la capacité des locataires en logement intermédiaire, donc de la classe moyenne, pour acheter leur appartement ou leur maison plus rapidement, au bout de 5 ans, ce qui est une mesure de facilitation de l'accès à la propriété. En voilà une. Il y en a d'autres, Madame la députée, et je vous propose qu'on en discute et qu'on échange tout au long de la discussion budgétaire. Merci. Monsieur Lotio pour le Rassemblement national. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, je remercie de leurs analyses. 4 observations. Sur le programme politique des territoires, l'impression principale est celle un peu que la confusion règne. Il y a 2 problèmes majeurs. Celui de la multiplication des actions et des acteurs. À quand une réflexion sur la dilution des actions de l'État au profit d'agences qu'il conviendrait parfois de réinternaliser entre l'État, l'ANCT, l'ANA, l'ANRU, l'ADEME, le CEREMA, la Banque des territoires? Plus personne localement n'y comprend rien et nous n'y gagnons pas forcément en efficacité. Deuxième problème, c'est une vraie politique d'aménagement du territoire qui fait aujourd'hui défaut, mais c'est un problème plus vaste. Concernant la politique de la ville, la question récurrente, émeute après émeute, est celle de son manque d'efficacité, déjà soulignée par la Cour des comptes, entre des subventions discutables, des bataillons de prévention qui ne préviennent pas grand-chose, des adultes relais qui relaient un peu dans le vide. Certains indicateurs de performance ne sont pas renseignés et on peut aussi s'interroger, faute d'évaluation, sur l'impact réel de la principale dépense fiscale, 118 millions, sur l'exonération pour l'implantation dans les zones franches urbaines. Sur l'hébergement d'urgence, bravo pour l'augmentation des crédits pour les jeunes en rupture ou les femmes victimes de violences. Mais plus globalement, l'hébergement d'urgence est un puits sans fond si nous ne mettons pas fin à l'immigration illégale qui engorge le système, sans parler, je cite, du desserrement des centres d'hébergement en Île-de-France, formule techno pour masquer la relocalisation forcée des clandestins dans les campagnes. Le laxisme migratoire est en effet source de détresse comme de fuite en avant budgétaire. Et enfin, sur le logement, la politique menée ne résout pas la crise du logement social comme libre que les gouvernements successifs ont laissé s'installer ces dernières années, voire pour partie créer. En ce domaine, nous appelons à 2 types de mesures, des mesures d'urgence et de simplification pour relancer l'offre, soutenir l'accession à la propriété comme l'investissement locatif, et des mesures structurelles, notamment sur la fiscalité. Nous avons déjà fait des propositions non entendues, mais nous les reprendrons lors de l'examen de votre projet de loi, qui dans sa forme actuelle n'est pas, malgré certains points positifs, disons-le, à la mesure aujourd'hui de l'enjeu. Je vous remercie.
Merci. Madame la secrétaire. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Plusieurs choses. Donc, vous parlez des bataillons de la prévention. J'ai décidé de continuer, donc de financer sur le dégel que j'ai obtenu l'année dernière, et qui était équivalent à peu près à 20 millions d'euros, à hauteur donc de 12 millions d'euros, les bataillons de la prévention qui fonctionnaient. Là où je ne sais pas si je vous rejoins, mais en tout cas, j'ai constaté quelque chose. C'est que ça n'a pas fonctionné de la même manière de partout. Quand je parle de différenciation selon les territoires et selon la mobilisation de tous les acteurs locaux, pas seulement des préfets, mais des élus, des associations, on a eu, c'est vrai, un vrai décalage sur les bataillons de la prévention. Donc, je ne peux pas vous laisser dire que les bataillons de la prévention ne fonctionnent pas, puisque j'ai décidé d'abonder et de les maintenir cette année. Et je suis en train de travailler justement à pouvoir maintenir ceux qui fonctionnent très bien sur le prochain PLF, première chose. Deuxième chose, alors vous parlez de tous les acteurs, les contrats de ville. J'ai décidé d'une simplification, une circulaire que j'ai signée au 31 août 2023. C'était justement de pouvoir financer les petites associations en fonctionnement, par exemple, de demander au préfet de travailler, donc d'ouvrir aussi les contrats de ville au privé, de travailler particulièrement sur la pluriannualité des subventions et des financements sur les petites associations, de leur simplifier la vie à hauteur de 50%. 50% des crédits politiques de la ville pour les associations en appel à projet et 50% pour les petites associations. Donc évidemment que ça ne m'a pas échappé que la multiplicité des agences, des acteurs était une complexité, mais c'est déjà, en tout cas ça a été salué très largement par les élus locaux. Et aussi, permettez-moi juste de vous redire, les politiques de la ville, c'est en premier, et je l'ai appelé de mes voeux, dès ma nomination, d'une évaluation par le Parlement de la mobilisation du droit commun dans les quartiers prioritaires. Parce que ce que moi je pense, quand même, c'est qu'il faut peut-être savoir aussi d'où l'on parle, et après tous les budgets qui arrivent pour abonder ces politiques pour les quartiers prioritaires puissent être évidemment mieux évalués et mieux ciblés. Mais en tout cas, sur les ZFU, je pense qu'il était nécessaire de faire une réforme des ZFU, 25 ans après. Sur les adultes relais, je pense aussi. Et sur les contrats de ville, d'avoir une nouvelle génération de contrats de ville. Monsieur le ministre, pour la deuxième partie. Oui, pour la deuxième partie, il y a deux questions qui concernent le logement. La première sur l'hébergement d'urgence, monsieur le député. Vous m'indiquez, on ne réglera pas le problème tant qu'on ne règle pas la question de l'immigration. Bon. Sur la question de l'hébergement d'urgence qui a vocation à héberger des SDF, je vous invite à participer à une maraude du SAMU social sur le sujet et de demander les papiers à un SDF que vous voyez dans la rue, ou à une femme ou un homme que vous retrouvez dans la rue, et aller dire est-ce que vos papiers sont réguliers ou pas. La situation n'est pas si simple que ça, monsieur le député. Faites l'expérience, demandez à quelqu'un qui est prostré dans la rue, reclus sur une bouche d'égout ou sur une bouche qui essaye tant bien que mal de chauffer quelqu'un en lui disant « alors, où sont vos papiers ?» Déjà, on a du mal à parler avec eux et à même initier le contact. On a parfois des gens qui sont très désocialisés, qui ne veulent pas parler, qui sont parfois traumatisés. Et donc le réflexe du Rassemblement national visant à dire « avez-vous vos papiers avant de vous donner une place d'urgence dans l'hébergement ?» est un peu compliqué sur le sujet. Oui, pardon, excusez-moi, mais quand vous dites « on ne règle pas le sujet tant qu'on ne règle pas la question de l'immigration et des migrants dans l'hébergement d'urgence », ça veut quand même dire ça. Deuxième question sur les propositions relatives au logement. Pardonnez-moi, monsieur le député, la seule proposition que j'ai vue émerger venant du Rassemblement national sur le logement, c'est la priorité nationale dans les HLM. C'est la seule que j'ai vue émerger dans les débats. Et je m'y suis bien évidemment opposé sur le sujet, avec une question simple, qui est de dire, est-ce que deux infirmières qui travaillent dans un hôpital, il y en a une qui est régulière, l'autre qui est française, je devrais priver de logement social une infirmière qui est pourtant travailleuse, qui paye ses impôts, qui est régulière, je devrais lui priver du logement social, et à l'inverse, à l'autre lui donner. Donc si vous voulez, moi les seules propositions que je vois émerger du Rassemblement national ne sont pas des propositions innovantes sur le logement, mais ce sont de vieilles recettes de priorité nationale sur lesquelles vous voyez bien par les explications que je vous fournis ici qu'elles ne sont pas celles que nous avons retenues, et ce ne sont pas les solutions que nous retiendrons. Voilà, merci Monsieur le Président. Pour les Républicains, Monsieur Victor Averdasso. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les ministres. Les indicateurs sont en berne. La France subit une crise du logement, crise de l'offre, de la demande et du financement, une crise qui s'annonce durable et globale. Plus précisément, à propos de notre ruralité, il y a un manque de construction qui, à terme, va faire perdre en attractivité nos territoires. À l'heure de la réindustrialisation du pays,
il manque des logements neufs, ce qui pèsera sur l'attractivité. D'après la Fédération française du bâtiment, le secteur de la construction s'attend à la suppression de 150 000 emplois. À court terme, les banques ont de plus en plus de mal à prêter aux futurs acheteurs. Et le secteur a fait part de ses attentes quant aux accès au financement. Alors que de nombreuses familles souhaitent acquérir un logement neuf et individuel pour leur premier achat, vous avez choisi de concentrer le prêt à taux zéro, le PTZ, sur le logement collectif neuf en zone tendue et sur le logement ancien en zone détendue, excluant donc la construction de logements neufs individuels, renforçant davantage la pression sur la vitalité du secteur de la construction. La construction de logements neufs donc est exclue, alors que le plus souvent, elle est le plus adaptée à la fois aux demandes des familles, notamment en ruralité, et aux nouvelles normes environnementales. En avril dernier, vous avez annoncé que l'assouplissement des conditions d'accès au dispositif devrait bénéficier à 6 millions de foyers supplémentaires. Il s'agit là d'une analyse virtuelle. Quand jugerez-vous que ces chiffres seront atteints? Est-il envisageable de réinclure la construction de logements neufs individuels dans le dispositif de prêt à taux zéro? Et dernièrement, après la réduction de ma prime Rénov', pensez-vous que le prêt à taux zéro consacré à la rénovation, l'éco-PTZ, compensera les besoins de rénovation du bâti ancien chez les Français les plus modestes? Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, je vous remercie pour votre question, Monsieur le député. Le prêt, je tiens à préciser quand même que le prêt à taux zéro n'a pas disparu du budget. Il y a toujours des prêts à taux zéro aujourd'hui. Ils ont été recentrés sur l'habitat collectif. Je tiens quand même à apporter à votre attention le fait qu'on a élargi le zonage avec Bruno Le Maire, si bien que 800 nouvelles communes vont pouvoir faire le choix de privilégier le PTZ 9 à travers le zonage donc, que nous avions élargi sur le sujet. Donc, réfléchir à une extension du PTZ, on peut avoir le débat. Revenir à l'ancienne version, je ne suis pas sûr que c'est ça qui, en réalité, va permettre de solutionner la crise du logement. On essaye, à travers le PTZ, en réalité, quand on développe ce dispositif, d'amortir les effets d'une hausse de taux d'intérêt. Or, les taux d'intérêt sont aujourd'hui à 4%, un peu moins. Mais juste pour projeter les choses, si on faisait du PTZ pour tous, et qu'on décidait, en fait, à travers le levier budgétaire, de compenser la hausse des taux d'intérêt pour tous les Français qui font des transactions immobilières, ça représenterait 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Donc on ne va pas faire ça. Après, faut-il le PTZ, l'élargir ou le recalibrer? Discutons-en pendant la période budgétaire. Mais j'attire votre attention sur la limite à vouloir utiliser le levier budgétaire pour compenser les effets d'une hausse de taux d'intérêt qui concerne tous les pays européens. Et nous ne pouvons pas, et nous n'avons pas la possibilité d'un point de vue budgétaire de le faire dans toutes les situations. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à la question du PTZ. Sur votre question sur ma prime Rénov', merci, parce qu'elle me permet de redire qu'il y a un budget très important sur ma prime Rénov'. Et que même s'il y a eu un coup de rabot qui a diminué l'augmentation de l'enveloppe qui est prévue sur ma prime Rénov', cette enveloppe en 2024 n'a jamais été aussi importante. Et donc, travaillons, et c'est ce que l'on fait avec l'ANA, la CAPEB, la FFB, pour simplifier l'accès à ma prime Rénov' et aux primes qui sont versées. Mais enfin, c'est quand même 4 milliards de budget en réalité que nous avons pour rénover. Et l'année dernière, Monsieur le Président, vous le savez, l'enveloppe consacrée à la rénovation a été sous-consommée. C'est-à-dire que le législateur avait consenti une enveloppe que nous n'avons pas atteint dans la consommation. Donc nous avons un enjeu sur la rénovation, à non pas augmenter indéfiniment le budget sur le sujet, mais déjà à bien le consommer, à faire en sorte que 1 euro d'argent public, 1 euro du contribuable utilisé sur la rénov' est le plus efficace possible. C'est tout le travail qu'on mène actuellement. Je serais heureux de pouvoir rentrer dans le détail avec vous sur le sujet, vous exposer ce que l'on mène en termes de simplification et discuter de l'avenir de ma prime Rénov' et des mesures supplémentaires de simplification que nous pourrions prendre à l'avenir sur le sujet. Merci. Emmanuel Mandon pour le Modem. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, le débat sur l'exécution budgétaire de la mission Cohésion des territoires est l'occasion de faire le bilan des politiques publiques et des outils de pilotage au service de l'aménagement du territoire pour l'année 2023. Je voudrais tout d'abord saluer, comme élu du Massif central, l'action des commissariats de massif qui fêtent leurs 40 ans d'action et qui œuvrent efficacement pour nos territoires, je le pense, de montagne, à travers différents dispositifs qui ont été rappelés d'ailleurs de la NCT. En particulier le programme Avenir Montagne. Et j'ai une première question. Est-il en capacité de répondre aux fortes attentes et aux enjeux du tourisme durable? Si dans l'ensemble, l'emploi des crédits alloués à la mission est globalement conforme aux engagements et objectifs du gouvernement, avec une amélioration de l'exécution, 2 programmes particulièrement structurants de cette mission appellent, selon nous, 2 observations.
Alors, je voudrais parler du programme 112 et du programme 135. Pour le programme 112, je m'appuie sur l'analyse de la Cour des comptes qui a considéré que le programme est insuffisamment lisible, en particulier les règles de gestion du FNADT, qui seraient devenues imprécises compte tenu des bénéficiaires potentiels de ce fonds, collectivités et associations. Alors, la clarification des règles d'emploi apparaît donc nécessaire. Comme parlementaire très attaché à la politique d'aménagement du territoire, je me tourne vers vous, donc Madame la Ministre, pour avoir une première réponse. Et puis, deuxième sujet, le très faible taux de consommation du programme 135, qui concerne en particulier la construction de logements sociaux. Monsieur le ministre, à travers principalement le Fonds national des aides à la pierre, ne peut que nous interroger. Je partage l'opinion du rapporteur sur ce point, et tout le monde connaît ou vit l'importance des besoins en logement. J'ajouterai logement aux normes. Monsieur le ministre, quelles dispositions le gouvernement compte-t-il pour prendre à améliorer l'efficacité actuellement trop limitée de ce fonds ? Vous paraît-il d'ailleurs toujours la solution la plus appropriée pour la production de logements et répondre aux besoins constatés? Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, donc je vais vous répondre sur le programme 112 et le programme montagne, évidemment. Donc sur le programme 112, vous avez raison, c'est bien une demande qui émane de la Cour des comptes, et cette demande sera évidemment prise en compte dans le nouveau contrat d'objectifs de performance, donc ça, de la NCT, pour rendre, et vous avez raison, plus lisible l'action des différents acteurs sur le sujet. Par ailleurs, juste une précision, le FNADT a pour avantage reconnu sa souplesse. Donc, je mets une alerte toute particulière à ne surtout pas essayer de le rigidifier malgré nous, c'est-à-dire en voulant trop normer les choses et ainsi diminuer, vous imaginez bien, les marges de manœuvre des préfets, puisque cette souplesse est en premier à la main des préfets et emmène en réalité une meilleure exécution. Et évidemment, ce rapport de la Cour des comptes et cette précision a été prise en compte. Donc ça, c'est pour démarrer. Après, sur la montagne, puisqu'on en parle, donc la conséquence, et vous le savez, tout ça est un défi structurel, donc c'est la conséquence des évolutions climatiques, vous le savez, sur l'enneigement par exemple, la dépendance à l'activité ski et la dégradation et transformation de l'offre d'hébergement entraînant un phénomène de lit froid, c'est vraiment la chose que vous pointez. Donc parmi les mesures d'urgence, je vous rappelle juste quelques chiffres très rapidement, les territoires montagne ont pu bénéficier de 480 millions d'euros au titre du dispositif de soutien aux remontées mécaniques et 535 millions d'euros de financement pour l'activité partielle. Le plan donc Montagne à venir comprend 14 mesures pour 650 millions d'euros et s'articule autour de 3 axes: favoriser la diversification de l'offre touristique, accélérer la transition écologique des activités touristiques et dynamiser l'immobilier de loisirs, éviter bien sûr ces fameux lits froids. Donc parmi ces financements, 300 millions d'euros vont pour le soutien de l'investissement et 31 millions d'euros pour l'ingénierie des chefs de projet pour 2 ans, et ils ont déjà été financés. Je vous remercie. Monsieur le Président, si je peux me permettre de compléter sur la deuxième partie qui concerne le FNAP. Nous avons proposé des modifications des règles de gestion, si bien qu'en 2024, en réalité, il n'y a pas vraiment de sujet sur le FNAP. On a des discussions actuellement avec Bercy sur le financement post-2024 et la sous-exécution du programme 135 s'explique par l'enveloppe supplémentaire de 200 millions d'euros du FNAP pour la rénovation. Nous avons plus de 80% d'exécution en autorisation d'engagement et les crédits de paiement mettent mécaniquement un peu plus de temps à être consommés. Je n'hésiterai pas bien sûr à vous associer à ces discussions et nous pourrons avoir un échange plus détaillé en dehors de cette audition. Merci. Naki Etchanis pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, merci pour ce bilan d'exécution budgétaire sur la mission cohésion des territoires. Vous le savez, les socialistes et la majorité des acteurs du secteur dénoncent depuis plusieurs années l'indifférence du gouvernement pour le logement. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à déplorer le désengagement de l'exécutif face à la crise qui ne cesse de gonfler les chiffres du mal logement
et y compris dans le camp présidentiel. À ce titre, le projet de loi de finances dernier n'apporte pas de réponse à la crise. Pire, il a contribué à l'aggraver par un recul des mesures de soutien à l'accession à la propriété ou à l'investissement locatif. Je pense notamment au recentrage du prêt à taux zéro. Et, Monsieur le Ministre, je suis désolé de vous dire qu'il est inaccessible, y compris en zone tendue, pour la classe moyenne. Ou encore la suppression du Pinel, certes trop coûteux pour nos finances publiques, mais qui aurait pu être remplacé par des crédits supplémentaires pour le locatif social, par exemple. Alors que le CNR sur le logement avait rendu quelques semaines avant l'examen du budget des propositions clés en main et partagées par 200 acteurs après 6 mois de travail, quel gâchis et quelle perte de temps. Si cela ne suffisait pas, un décret de 10 milliards d'économies, dont 2 sur le logement, a été pris en février dernier, prévoyant des coupes budgétaires sur l'accès au logement et la rénovation. Alors que nous recensons 170 000 logements neufs de moins par rapport à 2017, il est inconscient de ne s'intéresser au logement qu'à travers le prisme de l'économie budgétaire. Je cite, « Faites-moi des propositions de recettes, arrêtez de me faire des propositions de dépenses », Bruno Le Maire, clamait le ministre de l'économie, tout en bloquant méthodiquement une proposition de loi consensuelle que vous avez abordée, visant à supprimer la niche fiscale coûteuse de la location touristique. Nous commençons à y toucher du doigt. Nous ne savons plus quoi faire face à tant d'incohérences, mais je me réjouis quand même de la lecture prochaine, je l'espère, du rapport d'Anna Heglemer, que nous attendons tous attentivement, justement pour alimenter nos réflexions pour le prochain PLF et pour permettre de venir chercher l'argent sur la défiscalisation à outrance du régime réel pour le réinvestir, notamment, pourquoi pas, sur un retour en arrière de la RLS. Je me réjouis également de la lecture du rapport de M. Cosson, du MoDem et de M. Peu, un rapport transpartisan qui préconise certaines choses étonnantes venant de la majorité, mais on se réjouit qu'ils reviennent sur nos propositions, notamment l'aide aux maires bâtisseurs, la baisse de la TVA sur le logement social, la hausse du FNAP sur le logement étudiant, la GUL ou le plafond de la THRS. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler que sur la question du PTZ et du Pinel, je vous laisserai au rapport des missions d'inspection et de la Cour des comptes sur le sujet, qui sont assez clairs sur le coût de ces dispositifs et sur leur efficacité. Et je rappelle que si vous aviez l'idée de faire du PTZ pour toutes les transactions immobilières pour compenser la hausse des taux, on serait à un engagement de 20 milliards supplémentaires, et que le coût du Pinel et le bilan du Pinel, nous avons fêté les 10 ans du Pinel, monsieur le député, vous le savez, ça a été de créer 500 000 logements pour un coût cumulé global, qui va continuer d'ailleurs jusqu'à 2036, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un arrêt du Pinel qu'on ne continue pas à le payer, on le paye encore pendant 9 à 12 ans. Le coût cumulé du Pinel, 500 000 logements créés, pour un coût total de 25 milliards d'euros. Voilà. Donc, moi, je veux bien faire la somme de la totalité des aides PTZ pour tous, Pinel pour tous, etc. Mais je tiens juste à dire que il faut être un minimum raisonnable budgétairement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur des dispositifs fiscaux. Je trouve un peu caricatural de dire rien n'est fait, il faudrait faire plus. Pardon, il y a 40 milliards d'engagements sur la question de la politique du logement. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Je vous ai fait tout à l'heure la liste, même sur le logement social, de tout ce qui était fait et financé par l'État pour développer le logement social dans notre pays. Donc, un peu d'objectivité, monsieur le député. Je sais qu'on arrive à travailler en plus ensemble. La preuve, vous avez porté une proposition de loi sur l'équilibre du marché locatif. Le gouvernement l'a inscrit à l'ordre du jour du Sénat pour accélérer les choses et a déclenché la CMP. Bon, et il contient, en plus, vous parlez de recettes fiscales, il contient des mesures d'équilibrage sur les abattements qui concernent la location touristique de type Airbnb. Bon, donc vous voyez qu'on avance sur ces sujets-là, on n'est pas fermé aux recettes sur le sujet. La preuve, on avance sur le sujet et vous allez, je l'espère, vous mettre d'accord avec les sénateurs sur le bon dispositif associé. Donc, avançons ensemble paisiblement, comme on l'a fait sur la PPL Airbnb que vous avez portée avec Madame Le Maire. Essayons de regarder les chiffres et voir quels sont les dispositifs fiscaux intelligents qu'on peut imaginer pour 2025. Mais soyons réalistes sur le fait que, encore une fois, jamais le levier budgétaire ne pourra compenser totalement une hausse de taux d'intérêt que nous avons connue ces dernières années. Et je le redis, tous les pays européens ont le même constat et ont cette même responsabilité budgétaire qu'on ne peut pas faire du PTZ pour tous, on ne peut pas multiplier les Pinel, et non, on ne peut pas relancer un outil de type Pinel qui a le bilan que vous connaissez, mais qui n'est pas inventé par moi-même, que vous avez pu lire dans des rapports multiples et variés d'évaluation que vous connaissez très bien. Voilà, Monsieur le Président. Je crois qu'il ne proposait pas de relancer un type Pinel, il proposait d'utiliser... Il a reproché que ça ait disparu quand même. Non, pour le mettre ailleurs, j'ai cru comprendre. Jean-Marc Tellier pour le groupe GDR. Oui, merci Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Le nouveau programme national de renouvellement urbain
a vu le jour il y a 10 ans, avec pour objectif d'accompagner la transformation des quartiers prioritaires. Il concerne aujourd'hui 200 quartiers présentant de très graves dysfonctionnements urbains et sociaux dits d'intérêt national, ainsi qu'un peu plus de 250 quartiers dits d'intérêt régionaux. Aujourd'hui, en plus de la faible contribution de l'État à ce programme, le rythme de décaissement est beaucoup trop lent et fait craindre un budget inatteignable pour les années à venir. Sur la période 2021-2028, 1 milliard d'euros était prévu, ce qui devait amener à un décaissement de crédit de 125 millions d'euros par an. Or, seuls 15 millions ont été décaissés en 2021, 15 millions en 2022, 15 millions en 2023 et 50 millions pour 2024. Qu'en sera-t-il pour les 4 années à venir pour lesquelles il reste 900 millions d'euros à décaisser? Par ailleurs, l'enveloppe établie en 2021 de 1 milliard ne prend pas en compte l'inflation et la hausse des coûts de la construction. Ainsi, dans cette perspective, est-ce qu'une enveloppe complémentaire est envisagée? Je vous remercie. Allez-y, madame. Ouais, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, merci pour votre question. Vous me permettez d'apporter une clarification. Donc, je le disais dans mon propos liminaire, sur le BOP 147, nous avons augmenté et abondé pour l'ANRU à hauteur de 50 millions d'euros. Ce que je peux vous dire, donc les crédits pour la participation de l'État au financement du NPNRU, je rappelle quand même aussi quelques chiffres sont passés, vous l'avez dit, de 15 millions d'euros à 50 millions entre 2023 et 2024. Et la LPFP prévoit également des augmentations pour les années à venir, on le sait. L'objectif, évidemment, monsieur le député, est de faire correspondre les versements de la participation de l'État au décaissement réel de l'ANRU. Car, selon moi, évidemment, il n'y a pas d'intérêt à verser pour que cela reste en trésorerie. En revanche, je peux juste vous confirmer quelque chose. Les engagements de l'État seront tenus. On parle de quelque chose des budgets qui ont été votés, donc sanctuarisés à chaque PLF. Donc nous en avons encore pour quelques années. Vous voyez bien que chaque année, en tout cas, l'État ne fait pas défaut à ses paiements. Donc quand l'État doit être présent, on l'est. Après, vous me posez la question aussi de que va-t-il, en gros, vous me dites, monsieur le député, si j'ai bien saisi votre question, que va-t-il advenir du NPNRU une fois que les 14 milliards de l'ANRU sont déjà consommés, conventionnés, alloués sur tous les territoires? J'ai lancé une mission dès ma nomination sur quel avenir pour la rénovation urbaine après le NPNRU, où Anne-Claire Mialot, la DG, donc la directrice générale de l'ANRU, le maire de Villeurbanne, et évidemment un directeur de l'IGEDD sont missionnés pour réfléchir justement à quelle enveloppe, quel territoire et quelle vision aussi devons-nous avoir après avoir fait 2 programmes en rue consécutifs. Donc par contre, je dois avoir dès mi-juin une première, on va dire, mission d'étape en juin et en septembre un rapport définitif et je vous le ferai parvenir. Vous viendrez me voir évidemment au ministère pour qu'on en discute et je le rendrai évidemment en public pour tous ceux qui s'intéressent à nos très chers quartiers prioritaires. Merci. J'intercale François Jolivet pour Horizon que j'avais oublié. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, j'interviendrai au nom du groupe Horizon. D'abord, en réaction peut-être à quelques propos que j'entends, je ne pense pas qu'il y ait une crise nationale du logement. Moi, je pense qu'il y a des crises territoriales de l'habitat et des crises du parcours résidentiel de l'habitant dans chaque territoire. En revanche, nous vivons une crise nationale de la production de logements neufs. Et depuis une vingtaine d'années dans notre pays, c'est la promotion immobilière qui produit les logements HLM. Et cette promotion immobilière s'affaisse. Donc, elle ne sera plus en capacité de faire. Et bien entendu, le ministre du Logement n'est pas responsable des réactions tardives du gouverneur sur les taux d'usure. Je vous rappelais qu'il ne pouvait plus emprunter. Donc là, le gouverneur avait une posture. Bon, c'est une autorité indépendante dans sa mission. Il a fait ce qu'il a voulu, mais il a plombé un peu le secteur. Et puis ensuite, le ministre n'est pas responsable de l'augmentation des taux d'intérêt. Pour autant, on partage le diagnostic, monsieur le ministre, et vous savez, et je sais que vous le partagez aussi. Et si la promotion s'effondre, je ne suis pas là comme étant l'avocat des promoteurs, mais on n'aura pas la production de logement social au bout. Donc il va falloir qu'on trouve quelque chose, parce qu'on est une phase de transition qui doit durer le moins longtemps possible, parce que le temps du logement est un temps très très long.
Et avant que la machine se remette en route, ce sera difficile. Je sais que vous y travaillez, je sais qu'il y a des pistes de défiscalisation, etc., et pas dans le format Pinel, parce que je pense que ça fait monter les prix et finalement, ça n'a pas tant rendu service que ça. Mais en attendant, voilà, les opérations étaient liées. Aujourd'hui, elles se délient parce qu'il n'y a plus d'accès dans la propriété, il n'y a plus d'investisseurs, parce que les taux sont trop élevés. Et c'était quelque part ces deux acteurs qui finançaient le logement social, en plus de l'État. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution. Monsieur le ministre, quelle solution? Alors, Monsieur le Président, je partage le diagnostic du député Jolivet, qui connaît bien le sujet, et je partage ce constat sur la promotion immobilière qui souffre aujourd'hui. Vous avez des promoteurs qui, tous les jours, licencient. Vous avez des plans sociaux qui sont en cours dans le secteur. Et je suis régulièrement au téléphone avec les entreprises concernées, et je sais à quel point c'est dur pour les équipes managériales, pour les équipes qui sont elles-mêmes visées par ces licenciements et ces plans sociaux. Je crois que la première responsabilité du politique, c'est d'apporter un soutien à un secteur qui est en crise et qui vit très durement cette crise. Et je le fais. Au-delà de ce soutien, nous avons effectivement une question de se dire comment est-ce qu'on peut faciliter la tâche des promoteurs dans les années qui viennent, à court terme très vite, et dans les années qui viennent. Il y a la question budgétaire. On essaye de calibrer pour le prochain budget, sans vouloir trahir de secret de nos discussions internes préalables au PLF, mais sur des dispositifs qui ne seraient pas des dispositifs qui pèsent pendant 12 ans dans les comptes publics, mais qui sont peut-être des dispositifs one-shot, qui permettraient de donner un coup de boost à un instant T à des acquéreurs, notamment des primo-accédants, qui chercheraient à devenir propriétaires et construire leur maison ou acheter, et à qui on aimerait donner un petit coup de pouce. J'en dis pas plus, j'ai besoin de le faire valider, mais en tout cas, on est nombreux à pousser ce genre de dispositions, qui restent en plus très raisonnables pour les finances publiques et qui n'ont pas les désavantages du Pinel. Je peux vous assurer qu'on y travaille. Et puis au-delà de la question fiscale, il y a aussi toutes les mesures de simplification pour la promotion immobilière. Ils demandent des mesures de simplification, notamment pour réduire les coûts de construction. Il y a par exemple une disposition du projet de loi que je porte qui va permettre de réduire les délais de recours. Et quand il y a des délais de recours qui sont réduits, c'est jusqu'à 3% du coût de la construction qui est gagné. Il y a aussi toutes les innovations autour de la promotion immobilière, le développement du hors-site, l'usage du numérique dans la promotion immobilière. Donc l'État essaye de trouver aujourd'hui des dispositifs pour accompagner les acteurs, à la fois à traverser la crise qui est très dure, imaginer des dispositifs fiscaux qui soient à la fois respectueux du contribuable et efficaces sur une courte période de temps, et en même temps envisager un peu plus sur le long terme des dispositifs qui facilitent l'accès à la propriété, simplifient les règles de construction, fait gagner du temps, industrialise un petit peu les méthodes et tourne le secteur vers plus d'innovation pour s'en sortir et avoir des modèles d'avenir. Et encore une fois, certains eux-mêmes sont engagés sur le sujet. Altarea a fait un nouveau programme qui est assez intéressant pour faciliter l'accès à la propriété. Typiquement, moi, je veux à la fois leur apporter du soutien et saluer leur force d'innovation dans la crise très profonde qu'ils traversent. Merci. Et enfin, Eva Assas pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur le Ministre, ce qui frappe dans la situation de 2023, c'est l'effondrement de la construction de logements, et en particulier de logements sociaux. 82 184 logements sociaux agréés en baisse de 14% par rapport à 2022, un niveau même inférieur à celui constaté pendant la crise sanitaire. J'ajoute que sur des programmes spécifiques comme les pensions de famille, les livraisons ne sont pas non plus au rendez-vous, seulement 1130 places livrées, soit 71% de l'objectif. Les pensions de famille, ce sont pourtant des outils indispensables pour permettre aux populations en situation de rue d'intégrer un logement et donc pour diminuer le nombre de sans-domicile fixe en France. La crise du logement que nous traversons est inédite. Beaucoup de nos concitoyens en subissent les conséquences, en particulier à Paris, où 132 000 ménages parisiens sont en attente d'un logement social pour environ 12 000 attributions annuelles, soit plus de 10 ans d'attente en moyenne. Et le projet de loi que vous présentez en juin au Sénat va aggraver les choses, car en intégrant le logement intermédiaire dans les objectifs SRU de 20 à 25% de logements sociaux par commune, vous allez freiner la production de logements sociaux. L'étude d'impact confirme d'ailleurs cette substitution partielle, je cite. Donc ma question est simple, Monsieur le Ministre, au vu de l'effondrement de la construction de logements et en particulier de logements sociaux en France et des conséquences potentiellement délétères du projet de loi que vous portez,
quelles sont les mesures que vous envisagez pour répondre à la demande de logement en France? Je n'ai pas été particulièrement convaincue par vos premières réponses. Et j'ai une deuxième question. Allez-vous tenir votre promesse faite le 3 avril dans l'hémicycle d'augmenter les crédits de l'hébergement d'urgence en France de 120 millions d'euros pour créer 10 000 places supplémentaires, des places dont nous avons besoin pour éviter que des personnes, voire des familles, ne dorment dans la rue? Monsieur le ministre. Oui, juste, merci Monsieur le Président. Pour préciser, il y a 7 960 places qui ont été ouvertes en 2023 dans les dispositifs de logement adaptés, dont 1 250 en pension de famille, augmentation de 5,5% du parc ouvert fin 2022. Il y a 6 700 places qui ont été ouvertes en intermédiation locative, c'est plus 9% du parc ouvert. Donc il y a une augmentation significative des places qui ont été données à la fois sur l'hébergement d'urgence, mais aussi sur la sortie à travers le plan Logement d'abord. Et donc je ne voudrais pas que votre intervention laisse un doute sur le fait que l'État a doublé les montants et les budgets alloués depuis 2017 à la question de l'hébergement d'urgence et du logement d'abord, et que le gouvernement a été l'origine de ce plan Logement d'abord qui a permis de sortir plusieurs centaines de milliers de personnes de la précarité et de la rue avec des solutions plus pérennes, y compris les pensions de famille. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Oui, par exemple sur l'intermédiation locative. Il faut aussi s'interroger sur la meilleure utilisation possible de ces places, je le disais tout à l'heure dans mon commentaire. Sur le logement social, et le logement intermédiaire et l'offre de logement abordable en général, Madame la députée. Bon, vous avez préempté un petit peu le débat qui arrivera en septembre à l'Assemblée sur ce beau projet de loi que je porte, et je suis fier de le porter au Sénat. Il sera en examen en commission la semaine prochaine et dans 2 semaines en hémicycle du Sénat, qui va permettre de donner des outils supplémentaires aux bailleurs sociaux pour construire. Ils pourront faire 2 fois plus de LLI. Ils auront des outils pour faire de la copromotion immobilière. Ils pourront aller chercher les plafonds réglementaires nationaux. Tout ça, c'est quand même des centaines de millions de ressources supplémentaires pour leur permettre de construire. Et qui va donner des outils aux maires et aux élus locaux pour pouvoir construire et aller plus vite. Et qui va donner des mesures pour la promotion immobilière pour simplifier les règles. Bon. Et c'est un beau projet de loi qui va accélérer la construction de logements abordables dans notre pays. Et vous parliez tout à l'heure de la question des demandeurs de logements sociaux. Dans notre pays, Monsieur le Président, vous le savez, nous avons 30 millions de résidences principales occupées. Sur les 30 millions, vous en avez 5,5 en logement social. C'est-à-dire que 80% des Français, des ménages français ne se logent pas dans le logement social. Il y a 5,5 millions de logements sociaux. Et vous avez 2,6 millions de demandeurs, dont une partie qui est déjà dans le parc social. Enfin, vous avez 1,9 million, 2 millions de personnes qui veulent rentrer dans le logement social et qui attendent parfois depuis des années. Pour leur répondre, il faut aller voir construire plus de logements sociaux. Et objectivement, ce que je porte, y compris à travers la loi SRU, c'est plus de construction dans les années qui viennent en intégrant une part de logement intermédiaire, mais c'est plus d'objectifs de construction dans les années qui viennent, puisque je raisonne en flux et que je donne des objectifs supplémentaires de construction. Et c'est aussi des mesures de bonne gestion, typiquement le fait qu'on arrête le logement social à vie, et que quand on a dépassé significativement un plafond de revenus qui est déjà très élevé pendant des années, ou qu'on a du patrimoine dont on a hérité dans le même bassin de vie, eh bien on laisse son logement social à des personnes qui en ont le plus besoin. Je n'ai pas l'impression de ne pas répondre justement à ces 2 millions de demandeurs qui attendent parfois depuis des années et à qui on répond candidatez l'année prochaine, l'année d'après, et on verra bien s'il y a une place de logement social. Donc pour répondre aux demandeurs, il faut plus de logements sociaux, et je vous assure que le projet de loi, on en débattra, permettra d'en construire plus. Et il faut aussi avoir des règles de rotation et de parcours résidentiel qui permet à ceux qui en ont besoin de rentrer plus rapidement dans le parc social. C'est exactement ce qui est contenu dans le projet de loi, et je serai très heureux de pouvoir en débattre quand il arrivera à l'Assemblée nationale avec vous. Enfin, vous savez comme moi que sur la rotation dont vous parlez, ça touchera un nombre tellement infinitésimal que c'est pas ça qui résoudra les 2 millions de quoi qu'on pense après sur le projet. Mais en termes numériques, ça ne contrebalance pas. Alors je voudrais vous rappeler donc ce chiffre. 8% aujourd'hui du parc aujourd'hui est occupé par des personnes qui ont dépassé le plafond de revenus. Ça ne veut pas dire, vous avez raison, que tous ont vocation à en sortir. Mais c'est plusieurs dizaines de milliers de logements, en réalité, dont on parle chaque année. Voilà, et l'autre élément, c'est que, Monsieur le Président, vous n'avez aucune idée du nombre de logements sur le patrimoine, puisque ça n'est pas mesuré. Et qu'aujourd'hui, dans le parc social, personne ne sait le patrimoine personnel des occupants du parc. Combien de logements? Vous ne le savez pas, je ne le sais pas. Et c'est bien l'objectif que de pouvoir le mesurer et de l'évaluer, et effectivement d'en tirer les conséquences en termes de maintien dans le parc. Okay, merci. Cette CEPP est terminée. On se retrouve à 19h pour la partie Outre-mer avec des thématiques d'évaluation. Et Mohamed Lakila me remplacera au moins au début, parce que je risque d'être un peu en retard. Merci. Merci. Ah, mais je suis désolé, c'est la seule mesure que j'ai entendue du RM depuis. Mais je vais aller avec attention. Ça marche, on va dire ça.
Au revoir. Merci, Président.